France 24. Ce week-end, le Rwanda commémore le génocide des Tutsis. Il y a 24 ans, près d'1 million d'entre eux ont été massacrés en moins de 4 mois. Un génocide orchestré par l'administration Hutu après la mort de son président Juvenal Habyarimana dans un attentat contre son avion. Dans ce qui est considéré comme le dernier génocide du XXe siècle, le rôle de la France est souvent pointé du doigt, notamment à travers la très controversée opération Turquoise, une opération officiellement humanitaire. Notre invité aujourd'hui souhaite briser le silence autour de cette opération. Ancien officier de l'armée française déployé au Rwanda, il est l'auteur de Rwanda, la fin du silence. Guillaume Ancel, merci d'être avec nous. Vous avez, dans votre livre, raconté presque minute par minute ce que vous avez vécu dans le cadre de cette opération Turquoise au Rwanda. Quelle était votre mission initiale? Vous le dites très clairement, au départ, il ne s'agissait pas du tout d'humanitaire. Non. Dans cette intervention, dans laquelle il y a eu un aspect humanitaire, mais l'intention centrale était tout à fait différente. Elle était de remettre au pouvoir le gouvernement qu'on soutenait depuis 4 ans. Le seul problème, c'est que c'est ce pouvoir qui commettait le génocide. Voilà. Donc nous sommes entrés du côté des génocidaires. Moi, ma première mission, qui était ma spécialité à l'époque, c'était de guider les frappes aériennes sur le terrain. Parce que pour que des frappes aériennes fonctionnent, il faut qu'en fait, il y ait une équipe très très proche des cibles. Et donc j'avais été intégré dans une unité de combat de la Légion étrangère, et l'ordre préparatoire que nous avions reçu, c'était de mener un raid terrestre sur Kigali pour reprendre la capitale du Rwanda et remettre en place le gouvernement de l'époque, en faisant totalement abstraction du fait que ce régime était génocidaire. Et ça a changé au cours, en une semaine pratiquement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que pendant la première semaine, clairement, nous avions cette intention de nous battre contre les ennemis des génocidaires. Ce qui est complètement effarant, c'est que, comme vous le soulignez tout à l'heure, c'est le dernier génocide du XXe siècle. Le seul qu'on aurait pu éviter. Et on a réussi à rentrer du côté des génocidaires. On essaye de les remettre au pouvoir, et assez tard dans l'opération, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, on arrête enfin ces actions offensives contre le FPR au moment où elles vont se déclencher. Je suis absolument persuadé que c'est parce que l'Élysée, à ce moment-là seulement, a pris peur que la France soit condamnée pour complicité de génocide. Mais on a fait quelque chose de terrible. C'est qu'on a créé une zone humanitaire sûre, qui n'a été sûre que pour les génocidaires, et qui a permis aux génocidaires de repartir se réfugier tranquillement au Zaïre. Ça a été la deuxième période de notre opération. Et la troisième, inacceptable, c'est que nous avons livré des armes aux génocidaires dans des camps de réfugiés au Zaïre, alors que nous étions sous embargo de l'ONU. Alors, vous l'expliquez très bien, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, et je le répète, l'opération Turquoise, il y a eu un aspect humanitaire, mais il y a eu aussi ces épisodes sombres. Vous parlez donc du fait que des génocidaires Hutus ont pu fuir vers le Zaïre. Vous dites même on a protégé leur fuite, et puis vous revenez sur cette livraison d'armes. Comment vous l'avez su ? En fait, je l'ai su parce qu'on m'a demandé de détourner l'attention des journalistes qui étaient présents sur la base à Cyangugu, dans le sud du Rwanda, au moment où ce convoi d'une dizaine de camions devait partir. Et c'est en me demandant de détourner l'attention des journalistes que j'ai compris que c'était un convoi d'armes. Et le soir, au débriefing, j'ai été effaré des arguments qu'on nous a servis pour justifier cette livraison d'armes, qui étaient en gros, il faut donner des signes d'apaisement aux soldats du gouvernement, parce que sinon ils pourraient se retourner contre nous. Comme si en réarmant des soldats, on les rendait moins dangereux. Je souligne quand même une chose, c'est que dans toutes ces actions, et dans mon témoignage, en aucun cas je ne mets en cause mes compagnons d'armes. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient de manière très Alors professionnelle. justement, vous le dites, certains officiers ont contacté le plus haut sommet de l'État, ont essayé de faire passer le message que ce n'était pas une bonne idée de livrer des armes à de potentiels génocidaires dans ces camps, au Zaïre, l'actuelle RDC. Quelle a été la réponse? J'ai des camarades plus courageux que moi qui ont refusé d'appliquer cette directive et se sont fait tacler par l'Élysée. C'est-à-dire que le sujet est remonté jusqu'à l'Élysée, parce que c'est l'Élysée qui décide en France de ces opérations. Nous étions en gouvernement de cohabitation, donc il y avait forcément une collision avec une partie du gouvernement de cohabitation. Et ces ordres ont été confirmés par l'Élysée, continuer à livrer des armes dans les camps de réfugiés en allant contre la plus évidente éthique des officiers français. Enfin, je veux dire, ce qu'on a fait est totalement inacceptable. Et ce qui est inouï, c'est que non seulement on l'a fait, mais en plus, ces décideurs politiques le cachent depuis un quart de siècle. Donc, ils s'autorisent à le refaire et surtout, ils évitent d'avoir le moindre compte à rendre sur le sujet, puisque nous n'avons pas le droit d'accéder aux archives d'une opération qui, je le rappelle, a été présentée comme humanitaire. Dans votre livre, vous revenez également sur la tragique histoire de Bicécéro. Bicécéro
est emblématique de l'intervention au Rwanda. Mes camarades des forces spéciales débarquent et sont en mission de reconnaissance. Et ils trouvent des rescapés qui ont échappé de justesse au génocide, qui sont poursuivis en permanence par les forces gouvernementales, l'armée, les gendarmes et les milices, qui d'ailleurs sont, à mon avis, à peu près les mêmes en permanence. Et on leur donne l'ordre de ne pas s'en occuper. Parce que la vraie mission de Turquoise à ce moment-là, c'est uniquement de stopper les ennemis des génocidaires, le FPR. Donc mes camarades sont obligés de les laisser, poursuivis par leurs massacreurs, et de continuer à aller chercher les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire que dans cette position-là, on s'est mis en complicité du génocide, et surtout, on a vu le génocide sous nos yeux. Mes camarades ont vu les soldats gouvernementaux et les gendarmes poursuivre ces rescapés qui étaient dans un état absolument lamentable, alors qu'on leur avait dit que c'était des espions du FPR. Vous vous rendez compte cette confusion qui a été entretenue en permanence pour que les unités sur le terrain continuent à accepter cette mission. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ils sont quand même intervenus, ces militaires. Un de mes compagnons d'armes a décidé, sans le dire, de désobéir. Ils sont revenus sur la zone où on leur avait interdit de se rendre, et là, ils ont fait en sorte qu'il y ait suffisamment de journalistes et de moyens de communication pour que le monde entier le sache. Du coup, le commandement a été obligé de réquisitionner toutes les équipes des forces spéciales pour s'occuper enfin des réfugiés, avec 3 jours de retard. Et ce qui est dramatique, c'est que l'unité de combat dans laquelle j'étais, qui aurait pu être mobilisée, puisqu'à ce moment-là, nous sommes à côté du PC des forces spéciales, nous sommes mobilisés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet pour la mission principale, c'est-à-dire aller stopper le FPR. Et on nous envoie tendre une embuscade aux soldats du FPR et préparer des frappes aériennes, qui est mon job, parce que notre mission à ce moment-là, c'est de se battre contre les soldats du FPR qui, je le rappelle, sont juste les ennemis des génocidaires. C'est-à-dire qu'on se met dans cette situation, non pas de participer au génocide, aucune unité française n'a participé au génocide, mais on se met dans une situation qui ressemble étrangement à une complicité de génocide. Justement, pour vous, la France est-elle complice de génocide et quel est le degré de complicité? Ça n'est pas à moi de le déterminer. Ce que je raconte simplement dans mon livre, qui est un témoignage très factuel et très partiel, c'est que ce que nous avons fait est susceptible d'être qualifié de complicité de génocide. Je le répète, pas de participation au génocide, de complicité de génocide. Et ça, c'est inacceptable parce que nous avons été obligés de le faire parce qu'on nous a donné les ordres de le faire. Donc c'est vers les décideurs politiques de l'époque qu'il faut se tourner et leur demander des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont pris de telles décisions. Avez-vous des regrets? Je vais vous dire, mon regret le plus important, c'est que d'abord, c'est le seul génocide qu'on aurait pu éviter. J'aurais aimé me battre contre le génocidaire. Ça m'aurait fait vraiment plaisir et je pense que mes compagnons d'armes auraient adoré. Et la deuxième chose, c'est de ne pas avoir été assez rapide pour sensibiliser les Français au fait qu'ils devaient avoir accès à ces archives pour qu'on puisse enfin savoir ce qui s'est passé réellement pendant cette opération. Je n'ai qu'une toute petite pièce du puzzle, mais elle est incompatible avec la version officielle. Et moi, ce que je voudrais, c'est que maintenant, on ait le courage de regarder la réalité en face et de reconnaître nos erreurs si on en a commises, et j'en ai bien peur. Quel serait votre message aux jeunes officiers français qui se retrouveraient aujourd'hui dans la même situation que vous il y a 24 ans? La responsabilité d'un officier, c'est de savoir dire non quand c'est nécessaire. Vous parliez tout à l'heure de désobéissance en parlant de Bicécéro. Oui, ces officiers. Même si officiellement ces officiers se sont perdus. Hein. Bien sûr. C'est la version officielle. Ils se sont perdus, c'était juste des spécialistes de l'orientation. Au même titre que certains de mes camarades ont refusé d'obéir à la directive de livraison d'armes. Voilà, je pense que eux font honneur à l'armée française, mais encore une fois, ça n'est absolument pas un réquisitoire contre mes compagnons d'armes, c'est une interrogation démocratique sur ce qui s'est passé et sur la manière dont aujourd'hui en France, on contrôle les opérations menées au nom de la France, mais dont les Français n'ont pas à connaître. Qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau chef de l'État, Emmanuel Macron? Je crois savoir que votre livre lui a été transmis. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Ce que j'espère, ce que nous espérons tous, c'est qu'il aura le courage, parce qu'il faut énormément de courage pour le faire, d'ouvrir les archives et de laisser les Français juger par eux-mêmes de ce qui s'est passé dans une opération menée en leur nom. Ça nous permettrait aussi d'honorer la mémoire du million de victimes que nous n'avons pas su empêcher. Dernière question, vous avez dit dans une interview, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je suis un empêcheur de transgresser.
Oui, c'est vrai. Je n'aime pas qu'on me présente comme un transgresseur. Moi, je n'ai pas transgressé de règles en parlant de ce sujet. Au contraire, je refuse qu'on transgresse les règles et les codes de la démocratie. Je veux que ce soit les Français qui jugent de ce qui s'est passé et qu'on arrête de leur expliquer ce qu'ils doivent penser d'un événement aussi dramatique. Et si j'ai écrit ce livre, c'est pour empêcher qu'on efface notre silence, qu'on efface notre mémoire grâce au silence. Vous évoquez aussi beaucoup la guerre d'Algérie. Il y a un lien évident avec la guerre d'Algérie. J'ai été formé par la génération qui a terminé la guerre d'Algérie et je me souviens que ils ont disparu sans jamais pouvoir partager la réalité de ce conflit ignoble. Ma génération ne partira pas comme cela. Elle a besoin de partager ses fantômes parce que ce sont des fantômes qui appartiennent à la société française. Merci beaucoup à Guillaume Ancel d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Rwanda, la fin. Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me recevoir chez vous. Ça dépend là où vous vous trouvez. Permettez-moi un petit temps, réservez-moi ce petit temps pour écouter le message. Cette vidéo que je viens de vous passer, je pense que je l'avais déjà passée, je vous l'avais déjà fait passer dans le passé. Mais je le ramène parce que je la ramène parce que je veux que le monde entier et les peuples africains qui aujourd'hui se sont révolutionnés, qui aujourd'hui manifestent et se sont engagés pour cette lutte que nous faisons, sachent pourquoi les peuples africains sont en colère ou pourquoi même aujourd'hui, d'après Emmanuel Macron, qui nous parle des sentiments anti-français. Dans cette vidéo, ça nous raconte les opérations que la France a toujours menées contre les peuples africains. Ils arrivent dans les continents africains pour nous proposer leurs services de protection, leurs services humanitaires, leurs services pour protéger les peuples. Mais en fait, quand ils viennent là, c'est eux qui créent le désordre, c'est eux qui créent le chaos. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, le Mali, hein, ce que le ministre le premier ministre par intérim du Mali a eu à dire, hein, aux Nations Unies, ce n'est que la continuité de ce que fait la France, de la position de la France selon les conditions que les Africains vivent aujourd'hui en Afrique. Cela aussi va nous indiquer en même temps le message pourquoi nous sommes en guerre aujourd'hui, qui est la guerre de la Russie. La guerre de la Russie est basée sous les mensonges que les Occidentaux veulent faire porter au président Poutine. Parce que cette guerre, c'est un ras-le-bol, c'est en fait, les Occidentaux, la France et l'OTAN ont poussé le président Poutine à réagir tel qu'il a réagi. Mais le président Poutine n'a fait que le self-défense parce que le danger était déjà là. Le danger était déjà là et c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Le problème date des années déjà de la guerre froide qui a continué aux années 90 quand on a disloqué l'URSS. Et en disloquant l'URSS, il y a eu des accords qui s'étaient faits. Après ça, il y a eu encore, parce que tout ça c'était le problème de diviser, c'est parce que c'est comme ça que les Européens, les Occidentaux, les gouvernements européens marchent. Il faut diviser pour mieux régner. Et on sait que ça, c'est la règle de la nature, la règle des Occidentaux. C'est mettez les personnes en pièces détachées, diviser les gens pour pouvoir bien les pénétrer et les affaiblir pour mieux les atteindre. Et après ça,
après cette après cette division de 1990 où l'URSS a été divisée, d'où nous avons tous vu les petites guerres qu'il y a eu, pas des petites guerres, une guerre reste une guerre, des guerres qu'il y a eu entre la Yougoslavie, tout ça là. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue. Il y a eu les accords, après avoir divisé tout ça, après la division de 90, il y a eu encore des accords de Minsk. Les accords de Minsk, c'était l'accord qui avait été signé comme quoi les Occidentaux ne devaient pas s'approcher d'une zone. Et cette zone, c'était l'Ukraine, que l'Ukraine devait rester indépendant. L'Ukraine devait rester parce que, qu'on le veuille ou pas, l'Ukraine est dans la Russie. Quand l'URSS c'était l'URSS, l'Ukraine faisait partie de la Russie. C'est d'où vous voyez qu'il y a par exemple, la zone de Donbass, les gens, ils parlent russe. Et que ces gens-là se retrouvent plus étant russophones que d'être ukrainiens. Mais cela, on le leur refuse. D'où ceci a emmené le président Poutine à réagir comme il a réagi. Mais si nous avons la bonne vision, si nous avons la sagesse et que nous ne sommes pas des fanatiques et que nous ne suivons pas juste comme des moutons, on doit comprendre qui a provoqué la guerre. Moi, selon mon analyse, selon mon observation, selon ma petite intelligence, nous savons, je sais que Poutine a réagi dans le sens du self-défense. Et ça, il a stoppé le danger avant que son peuple soit massacré. Et ce sont ces massacres-là que nous vivons en Afrique parce que nous avons ouvert les portes, nous avons cru à ces Occidentaux à venir chez nous pour nous protéger, alors que c'est eux qui emmènent les opérations, ils viennent au nom des opérations, au nom de l'humanité, au nom de pouvoir aider les peuples, alors qu'ils viennent pour créer les génocides. Parce que si les Occidentaux n'étaient pas des complices, aujourd'hui, au lieu de sanctionner ceux qui sont en train de se battre pour leur peuple, ceux qui font la révolution pour positionner leur peuple, au lieu de donner de la force, d'apporter de la force à ces équipes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ces équipes-là sont plus sanctionnées. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas sanctionner Assimi Goïta, on ne pouvait pas sanctionner aujourd'hui le Burkina Faso, on ne pouvait pas sanctionner la RCA. Comme quoi? Parce qu'ils ont pris le pouvoir par un coup d'État. Mais alors qu'autour de tous ces pays-là, tous ces présidents n'ont pris que leur pouvoir est basé sous les coups d'État civils ou militaires. Parce que si nous prenons le cas de Ouattara, Ouattara n'a jamais gagné les élections. Denis Sassou Nguesso n'a jamais gagné les élections. Kagame, qui aujourd'hui, je vous ai montré dans la vidéo, qui serre la main d'Emmanuel Macron, mais Kagame serait dans les chiottes aujourd'hui. Kagame serait en prison parce que Kagame, c'est un criminel. C'est un criminel, l'histoire est là. Il est au pouvoir parce qu'on l'a positionné, parce qu'il y a eu un coup d'État du président, de l'ex-président du Rwanda, dont l'avion avait été abattu en revenant toujours de leur fameuse réunion ou meeting des organismes des mafieux. Ils ont provoqué ça. C'est pour ça que même d'ailleurs, c'est tellement aujourd'hui,
le président Assimi Goïta doit faire très attention dans ses déplacements. Nous l'encourageons même de ne pas se déplacer. Comme aujourd'hui, nous allons encourager le président, le capitaine Traoré, de ne pas voyager et de ne même pas accorder les interviews aux médias internationaux, aux médias complices. Parce que ces mêmes médias vont le pousser à dire des choses ou après, ils vont venir pour lui dire, parce qu'il y a des réponses qu'on peut donner par la précipitation. Et après, ça va vous revenir dessus. Parce que moi, aujourd'hui, si j'aurais le conseil à donner au président de Burkina Faso, c'est de ne même pas accorder des interviews parce qu'il n'a pas la situation du pays ou les conditions du pays dans... on contrôle. Lui, ce qu'il connaît, c'est qu'il connaît les zones où il a été, défendu, où il a été en guerre, où il a été pour protéger. Donc, le côté militaire, il connaît peut-être, il connaît par rapport aux zones où il a été défendu, où il a été protégé, mais il ne connaît pas toute la situation et l'histoire qui englobe la situation qui est dans le Burkina Faso. Donc c'est pour ça que pour moi, maman Olga, la maman de la Fédération Congo, qui a commencé ce combat, qui est dans la lutte depuis des années pour la même cause qu'aujourd'hui, le président, le capitaine Traoré a fait un coup d'État, parce que moi, j'aurais la possibilité de faire un coup d'État pour protéger mon peuple Congo, je le ferai. Je le ferai. Et si aujourd'hui les gens arrivent à faire des coups d'État, parce qu'ils ont l'armée avec eux. Mais nous, dans le cas du Congo-Brazzaville, on n'a plus d'armée. L'armée n'existe plus au Congo. Denis Sassou Nguesso a fracassé l'armée congolaise. Aujourd'hui, il n'y a que la milice qui est là pour la protection de Denis Sassou Nguesso. D'où vous voyez qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a ni les manifestations malgré la situation qu'ils ont cours. Il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de soulèvement parce qu'ils n'ont pas des moyens pour le faire. Comment est-ce que vous pouvez aller manifester si vous n'avez même pas vous n'avez même pas un pistolet, vous n'avez même pas de quoi manger dans la journée pour tenir, pour avoir des forces. Donc aujourd'hui, la situation du Congo-Brazzaville, si les gens ne se soulèvent pas, c'est pas parce que les gens sont contents de la situation. Qui peut être content quand votre ventre n'a rien à voir, quand vous êtes humilié, quand votre dignité est bâclée, quand vous n'êtes pas respecté? Qui peut rester sans pourtant sans revendiquer ses droits? C'est parce que les gens au Congo-Brazzaville n'ont pas les moyens. Denis Sassou Nguesso a neutralisé toute la population congolaise, a neutralisé l'armée qui n'existe plus. Et pour ça, avant de continuer, je veux quand même vous montrer l'histoire de Denis Sassou Nguesso, comment est-ce qu'il est arrivé au pouvoir, qui aujourd'hui en déroule les tapis rouges, est reçu alors que ça fait plus de 40 ans qu'il est au commandement, qu'il est au pouvoir, qui règne au Congo-Brazzaville, qui piétine sur les cadavres, qu'il mange, il boit le sang des Congolais. Il a versé les sangs des Congolais. Denis Sassou Nguesso est dans tous les crimes. Il a participé dans tous les assassinats, de toutes les destructions des leaders africains. Denis Sassou Nguesso a fait partie de ça. Il a été complice, comme la France, comme le gouvernement français est toujours complice dans tout ce qui se passe dans le monde. Leur but, c'est de détruire le monde entier. Les Occidentaux sont les responsables de notre situation, la situation malheureuse que vivent les êtres humains sur Terre aujourd'hui. On va les mettre sur la tête, on ne va pas hésiter à le dire. Le malheur que vivent les individus aujourd'hui, que le malheur, même quand on nous parle de la situation climatique, des problèmes climatiques,
Mais tout ça, c'est quoi? C'est parce que ces mêmes gouvernements ne respectent pas ne respectent pas la règle de la nature. Ils détruisent tout. Donc, pour continuer à cela, mes chers compatriotes, je vais vous passer une vidéo qui va vous parler du passé, le parcours de Denis Sassou Nguesso. Que Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, deux fois, on nous le présente comme médiateur, le médiateur de la Libye. Mais depuis que Denis Sassou Nguesso a commencé la médiation en Libye, qu'est-ce qui a changé en Libye? Qu'est-ce qui a changé en Libye? Comment est-ce qu'on peut donner une responsabilité à quelqu'un d'aller maintenir la paix dans un pays quelconque quand chez lui-même, il n'arrive pas à mettre la paix, il n'arrive même pas à unir son peuple. Il a divisé son peuple et aujourd'hui, on lui donne la responsabilité. Vous voulez nous prendre pour des cons ou quoi? Vous voulez nous dire que vous ne connaissez pas que Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui au Congo-Brazzaville, il y a une division, il y a le tribalisme qui a été entraîné par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso? Alors mes chers compatriotes, pour continuer cela, je vais vous passer une vidéo en image le parcours de Denis Sassou Nguesso. Oui, comme je vous dis que moi, nous sommes là pour aller chercher les images pour vous, parce que la génération actuelle ne connaît pas les histoires, ne connaît pas l'histoire, parce qu'on leur présente seulement aujourd'hui. On leur présente la situation qu'il y a là. On leur présente une situation qui arrange les Occidentaux. Mais nous devons savoir d'où vient le problème. Tout pendant qu'on ne connaît pas le problème, on va juste faire du fanatisme. On va être des fanatiques, des individus quelconques, alors que ce sont ces individus-là qui sont le virus destructeur de notre société. Chers compatriotes, on y va. L'histoire. Le Congo de l'abbé Fulbert Yolou s'attache à mettre formel libéré du joug français. Attendez. Le Congo de l'abbé Fulbert Yolou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale de la France libre, ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Yolou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yolou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yolou doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel,
L'abbé Fulbert Youlou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Mais la nouvelle équipe dirigeante est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme et les modérés autour de Massamba Deba. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National de la Révolution, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, le marxisme se met en place et rapidement Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays socialistes. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. Cette période est marquée par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massamba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marième Gouabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au dialogue des idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marième Gouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence nationale. Le Congo pense ainsi s'ouvrir à la démocratie. Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Youlou s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Engagé aux côtés de la France dans les deux grands conflits mondiaux, Brazzaville devient en 1940 la capitale Là, de je la vous France mets dans libre, l'image. ce qui contribue grandement à son développement. C'est dans cette même ville que se réunit en 1944, autour de Charles de Gaulle, la conférence de Brazzaville. Et où donc cette conférence devait-elle se réunir, sinon ici, à Brazzaville, qui fut pendant de cruelles années littéralement le refuge de notre honneur. Cette conférence marque le premier pas important dans l'émancipation des peuples d'Afrique, le premier pas vers l'indépendance. D'ailleurs, dès cette époque, la France adopte une série de réformes qui visent à conduire par étapes les territoires coloniaux à une autonomie totale. Lorsque Charles de Gaulle revient en 1958, l'indépendance est presque acquise. Cette année-là, le Congo devient une république autonome. 2 ans plus tard, le 15 août 1960, l'abbé Fulbert Youlou, chef du gouvernement, accompagné d'André Malraux, signe l'indépendance de son pays. Il devient alors le premier président de la jeune République congolaise.
Désormais libéré du joug français, le Congo de l'abbé Fulbert Yulu s'attache à mettre sur pied son gouvernement. Brazzaville est à présent la capitale d'un petit pays de tout juste 1 million d'habitants. L'État doit prendre en charge des fonctionnaires en trop grand nombre maintenant, et il cherche à attirer les capitaux occidentaux. Fulbert Yulu doit faire face à une situation sociale et économique qui tente à se dégrader. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Yulu est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Mais la nouvelle équipe dirigeante est disparate. Il y a ceux qui se réclament du marxisme et les modérés autour de Massamba Deba. Les jeunes marxistes créent un parti, le MNR, Mouvement National de la Révolution, afin de partir, comme ils le prétendent, à la conquête des masses. Petit à petit, le marxisme se met en place et rapidement Brazzaville entretient des relations diplomatiques avec les pays socialistes. La Chine, notamment, envoie ses hommes sur place. Cette période est marquée par une montée en puissance de l'armée. Entre les révolutionnaires et les militaires, le chef du gouvernement, Massamba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. En 1968, Marième Ngouabi le remplace à la présidence. Je m'engage, en me guidant le principe marxiste, à défendre les statuts et la Constitution, à consacrer toutes mes forces pour tirer les idéaux prolétariens du peuple congolais. L'arrivée de Marième Ngouabi marque la naissance de la République populaire du Congo. Dès 1969, le Parti congolais du travail se crée et s'impose au peuple. Le nouveau gouvernement s'attache alors à propager l'idéologie marxiste-léniniste, une propagande réalisée tant par le biais de la radio que par les déplacements réguliers de l'équipe dirigeante. Ici, dans un village du Nord, on tente de fidéliser les nouveaux convertis. Chaque minute, quand vous travaillez, pensez à la révolution. Quand vous étudiez, pensez à la révolution. Même quand vous mangez, même quand vous buvez. L'assassinat de Ngouabi en 1977 porte Joachim Opango à la présidence. Avec lui, ce sont les militaires qui gardent le pouvoir. Opango, à la tête d'un pays dont la situation économique et financière est catastrophique, n'aura pas le temps d'améliorer les choses. Dès 1979, Denis Sassou Nguesso lui rafle la présidence. Pendant les 13 ans de son règne, le PCT, parti unique, s'impose fermement. Toute voix discordante est systématiquement étouffée. On recensera 3000 assassinats sous son mandat. L'euphorie économique du début des années 80, grâce à la découverte d'importantes ressources pétrolières, ne durera pas. Tandis que les difficultés économiques s'aggravent, les États occidentaux, notamment la France, se mettent à discuter leur soutien à Sassou Nguesso. En 1990, une grève générale déclenchée par la Confédération syndicale marque un coup d'arrêt dans la politique de Sassou Nguesso. Devant le mécontentement populaire, Nguesso est contraint d'instaurer le multipartisme et de convoquer dans ce but une conférence nationale. Le Congo pense ainsi s'ouvrir à la démocratie. Voilà, donc je vous ai passé ça en deux. Close your eyes. Okay. Voilà, je vous ai passé ça en images et en écoute. Là, on est en train de parler du Congo-Brazzaville, la capitale de la France libre. Donc, c'est pour vous dire que c'est là où le général de Gaulle, Charles de Gaulle, était venu préparer ses membres pour déclarer la libération de la France. Et regardez l'état de Brazzaville aujourd'hui. Regardez l'état du Congo aujourd'hui. Le Congo, la capitale
de la France libre, manque de l'eau potable, manque de l'électricité, manque des structures vivables. Les enfants ne vont pas à l'école. Les fonctionnaires aujourd'hui, on vous parle, les fonctionnaires ne gagnent pas, n'ont pas leur salaire. Leur salaire vient à compte-gouttes. Et quand les fonctionnaires sont payés, quand les retraités sont payés, on est là en train d'applaudir Denis Sassou Nguesso, comme si Denis Sassou Nguesso, on appelle ça que Denis Sassou Nguesso a fait faveur. Votre propre dû, qu'on vous doit, quand on vous le paye, la personne qui vous paye a fait faveur, alors que cette personne-là vous doit. Comment est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui des révolutions qui sont des sentiments anti-français si on ne peut même pas regarder derrière nous, on ne peut pas regarder l'histoire? Si on ne fait pas référence à l'histoire, on ne fait pas référence au passé, on va commettre des erreurs parce que les gens vont nous traiter, nous, qui allons fouiller la vraie histoire, qui allons fouiller les vrais problèmes, comme les haineux. Alors que quand vous partez dans le fin fond du problème, vous regardez dans le fin fond du problème, vous pouvez que revendiquer. Et vous ne pouvez pas accepter de s'asseoir avec les gens qui ont détruit, les individus qui ont détruit votre pays, les individus qui ont détruit votre continent, et vous allez continuer. Et cela, ça n'a pas été quelque chose d'une année, ça n'a pas été quelque chose en si peu de périodes. Mais aujourd'hui, quand on prend la destruction de l'Afrique, je dis le continent africain francophone, c'est plus de 1000 ans. Donc c'est après 1000 ans que quelques Africains commencent à découvrir. Quelques Africains ont pris conscience de la réalité et de leur malheur. D'où vient le malheur de l'Afrique? Et ces personnes qui ont pris conscience commencent à indexer les vrais auteurs. Si on a compris l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas aujourd'hui donner encore de la chance à la junte française. Là où le premier ministre de la transition malienne, en appelant les Français la junte française, il a été même plus léger. Parce que s'il y avait encore plus que ça, on allait le dire. Parce que le gouvernement français, la junte française est criminelle. La junte française est reposée dans le sang, le malheur des Africains. Et la junte française aujourd'hui, c'est eux qui protègent, qui soutiennent, qui alimentent les criminels africains au pouvoir en armes. Financièrement, c'est eux qui les protègent. C'est eux qui les soutiennent. Parce que sinon, aujourd'hui, on ne pouvait même pas parler de Denis Sassou Nguesso. Personne n'allait tendre sa main personne n'allait tendre sa main à Denis Sassou Nguesso. Personne n'allait ouvrir sa porte à Denis Sassou Nguesso. Personne n'allait dérouler le tapis rouge pour Denis Sassou Nguesso. Donc, l'histoire de Brazzaville, quand on nous parle de Massamba Deba, on nous parle de Yulu, mais Denis Sassou Nguesso n'était même pas dans les miroirs. Mais aujourd'hui, l'indépendance du Congo, le Congo a eu son indépendance, bon, je peux dire l'Afrique, depuis des années 60. Mais dans le cas du Congo, des années 60, si on va parler de 60 ans ou 62 ans, dans les 62 ans, Denis Sassou Nguesso a occupé le poste a été au pouvoir pendant 40 ans. Donc pendant 20 ans, c'est les autres qui ont dû se partager le pouvoir. Donc, à qui nous allons donner la responsabilité de la destruction de notre pays aujourd'hui?
depuis la prise de pouvoir de Denis Sassou Nguesso, il n'a fait que tisser la haine. Il a divisé le nord et le sud. Il a maté les peuples Congo. Il a chassé, il a massacré les peuples Congo avec la complicité des Occidentaux. Il a confisqué les richesses des peuples Congo. Ils se sont accaparés même le bien les biens publics, les richesses des peuples. Denis Sassou Nguesso a confisqué ça. Aujourd'hui, le pétrole qui est exploité dans à Pointe-Noire, dans le Luango, cette propriété, cette richesse pétrolière est devenue la propriété de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les Occidentaux, quand ils viennent au Congo, même le Total, quand ils viennent au Congo pour signer les contrats du pétrole des Congo, les pétroles des citoyens Congo, ces personnes-là, ces responsables français, sautent les peuples Congo pour aller signer les contrats de notre richesse dans la région nordiste, dans la région des Mochi, avec Sassou, en absence des aïeux, en absence du peuple Congo. Et cela, quand nous venons revendiquer en nous, c'est nous maintenant qu'on traite des tribales. C'est à nous maintenant qu'on traite que nous sommes des haineux. Comme ce qu'on est en train de faire avec Poutine. Poutine est venu pour protéger le peuple russe. Aujourd'hui, il est indexé, il est cible des assassinats. On veut l'éliminer parce qu'il est là pour l'intérêt de son peuple. Et nous, c'est la même chose. On nous étouffe. On étouffe la Fédération Congo d'avancer dans sa lutte. On étouffe la Fédération Congo de la parole. Et même au sein du Congo-Brazzaville, les médias congolais, les médias du Congo, instrumentalisés par le gouvernement de Denis Sassou Nguesso, nous refusent la parole. Parce que nous parlons pour l'intérêt de notre peuple Congo. Vous allez nous refuser vos médias, vous allez nous refuser la visibilité, mais la visibilité, nous l'avions. Nous allons l'obtenir, que vous voulez ou pas. Parce que les peuples Congo conscients savent de quoi nous nous sommes engagés, pourquoi nous nous sommes engagés, pourquoi nous avons décidé de diviser ce pays. Parce que vous, au départ, nous avons appelé tous les peuples Congo d'être ensemble pour emmener ce combat à pouvoir dégager Denis Sassou Nguesso. Mais les complices, le fait qu'ils ont le porte-monnaie du peuple, le porte-monnaie de la République entre leurs mains, et voilà qu'ils sont toujours en train de boycotter le travail que mènent les fils et les filles et les fils Congo. Avec ça, vous voulez que nous puissions continuer ensemble pour que vous nous rameniez toujours en arrière quand nous faisons un pas, vous nous ramenez derrière parce que vous voulez toujours qu'il y ait la présence, parce que vous nous parlez de l'unité. Vous parlez de l'unité tout en nous parlant de celui qui a disloqué, qui a divisé ce peuple. Vous nous parlez de l'unité sans pourtant écarter celui qui a divisé. Mais à quoi vous jouez? À quoi vous jouez? Nous ne voulons plus traiter, parce qu'aujourd'hui, quand il y a une cellule dans ton organe qui est atteint d'une maladie, il faut le traiter. Et pour le traiter, pour que le traitement soit convaincant, on doit, comment dirais-je, on doit écarter cette partie qui
qui est atteinte. Donc nous, aujourd'hui, nous ne voulons plus, pour l'instant, nous voulons continuer ce combat sans ceux qui ont détruit et qui ont la haine, qui ont massacré les génocidaires des peuples Congo. Au moment où je vous parle, les peuples Congo du Zaïre qui sont en face de nous au Zaïre ont été attaqués la semaine dernière. Il y a des villages Congo, des bas Congo au Zaïre qui ont été brûlés. Mais personne dans les médias n'en parle. Donc ça va passer comme ça pendant qu'il y a des peuples qui sont en train de mourir parce qu'on a brûlé les villages. Et quand on brûle les villages comme ça veut dire qu'il y a aussi des morts. Mais personne n'en parle. Aucun média n'en parle. Alors que le massacre des Congo a commencé depuis la nuit des temps. Vous comprenez pourquoi je suis souvent en train de repartir? Parce que moi, je ne suis pas venue dans les médias pour faire une popularité où les gens vont me voir. Mais je suis venue édifier les peuples qui sont dans l'ignorance. Je suis venue réveiller la conscience des peuples qui ne croient pas et qui ont été isolés de la vraie histoire, qui ont été isolés de la problématique, de problèmes qui nous engagent, des problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique. Je suis venue informer le peuple qui a encore des doutes. D'où vous voyez que je soutiens le combat d'Assimi Goïta, parce que je vois Assimi Goïta, c'est un patriote. Assimi Goïta s'est levé pour son peuple. Je soutiens la position de Poutine, parce que le Poutine, c'est un patriote, il se bat pour son peuple. Je soutiens le président de la RCA, parce qu'il se bat pour son peuple. Et aujourd'hui, je suis la position du capitaine Traoré. Si celui-là ne nous déçoit pas, je ne peux pas me lancer parce qu'on avait vu aussi avec Damiba. Mais on ne peut pas aller, je ne peux pas faire du fanatisme. Je ne suis pas dans une lutte de fanatisme, d'où je n'ai pas de leader. Parce que si je vois le mal dans mon équipe, je vais le dire pour le corriger. Et aimer une personne, c'est aussi lui dire ses défauts, l'interpeller. Et cela ne veut pas dire c'est manquer de respect. Aimer une personne, c'est lui dire là où il faillit, là où il y a ses défauts. Donc, mes chers compatriotes, je reviendrai encore et encore pour vous montrer la situation de l'Afrique et pourquoi nous sommes dans cette situation, dans cette condition. Parce qu'on ne peut pas avancer si on ne connaît pas pourquoi, le pourquoi que nous sommes là. Tous les leaders qui ont été pour les peuples ont été assassinés par la junte française, par la junte occidentale. Mais aujourd'hui, si Assimi Goïta, le président de la RCA, comment il s'appelle aussi ce président de la RCA là? Touadéra ou voilà. Le président de la RCA, le capitaine Traoré, ceux qui aujourd'hui font la révolution contre la junte française, contre la junte occidentale, sont encore en vie, c'est parce que nous sommes là. La guerre de communication est en train de sauver nos leaders aujourd'hui, est en train de sauver nos présidents qui se sont levés pour protéger leur peuple. D'où Assimi Goïta, le président de la RCA, le capitaine Traoré actuel. Voilà qu'aujourd'hui,
avec les vrais problèmes qui se passent en Afrique, l'OUA ne dit mot. Les génocides, les crimes qui se passent en Afrique, l'OUA ne dit mot, la CEDEAO ne dit mot, mais dès qu'on touche aux éléments des acteurs de la junte occidentale, voilà que tous ces organismes commencent à se paniquer. Et d'où l'urgence du voyage de Ouattara et le président, le faux président d'ailleurs de la CEDEAO. La vraie présidence de la CEDEAO est en Occident. Les sanctions qu'on inflige aux leaders africains, aux présidents africains, aux peuples africains, ça vient de l'Occident. Ça vient de la junte occidentale. Donc, nous, ces sanctions-là, ces organismes-là, si nous restons dans ces organismes-là, ceci dit que nous sommes toujours en train de punir nos peuples. Donc, aujourd'hui, les gouvernements qui se sont engagés à se séparer de la junte occidentale doivent quitter aussi ces organismes qui ont été créés par ces occidentaux, par ces juntes, par ces gangsters, par ces mafieux. Alors, mes chers compatriotes, voilà, je ne vais pas prendre votre temps pendant longtemps. Nous faisons appel à des peuples qui sont encore, qui sont naïfs, des peuples qui sont ignorants, de se réveiller dans leur sommeil, de sortir de leur sommeil pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter ces bandes de mafieux. Donc, peuples africains, réveillez-vous, ne soyez plus dans la distraction, suivez, soutenons nos leaders, soutenons tous les organismes. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, les peuples africains devaient soutenir les organismes ou les peuples qui se sont engagés pour sauver les peuples africains. D'où nous autres, les Congo, la Fédération Congo, nous nous sommes engagés matin, midi, soir, nous venons le dire haut et fort. Assimi Goïta n'est pas plus fort que nous, mais sauf que Assimi Goïta a eu le matériel et a eu le support des Russes, le support matériel pour combattre contre la junte française. Et nous, aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. Nous avons besoin du même matériel, du même soutien que a aujourd'hui Assimi Goïta, que a aujourd'hui, qui va aujourd'hui le président Traoré, que a aujourd'hui la RCA. Donnez-nous ces moyens pour combattre le criminel qui est dans mon pays depuis 40 ans, Denis Sassou Nguesso. Nous devons combattre, nous devons abattre, et ça je le dis haut et fort, nous devons abattre Denis Sassou Nguesso, parce que nous avons des pleurs, nous avons des plaies que Denis Sassou Nguesso a laissées en nous. Nous devons abattre Denis Sassou Nguesso. Alors tous ceux qui nous parlent de l'union avec ceux qui ont tué nos peuples, ont tué nos parents, violent nos mamans, ont infligé tout ce qui est irrespect dans nos pays, nous devons tous les dégager. Nous devons les mettre hors d'état de nuire. Donc voilà mes chers compatriotes, le message que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, la maman Congo qui vient réveiller les consciences, appeler à toutes les mamans de s'engager, et j'invite les peuples Congo d'être prêts à pouvoir apprendre les gestes de manier les armes, parce que bientôt nous allons rentrer dans une révolution forte. Nous allons rentrer dans une révolution à pouvoir se battre avec les armes. Ce n'est que ça qui peut dégager le système mouchier sur nos terres Congo. Ceci dit, je vous dis au revoir.